Merci d'être avec nous pour vous informer à la une ce matin. La République démocratique du Congo et du Rwanda ont conclu sous les auspices des États-Unis d'Amérique, à Washington, un accord de paix historique visant à mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Nous serons en duplex place à Washington avec notre envoyé spécial jusqu'à Kusema. Nous irons également au Japon où la République démocratique du Congo participe à l'exposition universelle 2025 à Osaka. Question de mettre en avant ses potentiels économiques et également culturels. Reportage à suivre tout à l'heure. Les jeunes congolais sont également encouragés à combattre la désinformation et les discours de haine en cette période où la République démocratique du Congo fait face à cette guerre d'agression rwandaise et ses supplétifs. Voilà pour nos titres. Nous sommes aujourd'hui les samedis 28 juin 2025 en depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Mais avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, comme je vous le disais au sommaire de cette édition, c'est désormais officiel. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont à travers leur ministre des Affaires étrangères, conclu un accord historique de paix visant à mettre fin aux hostilités dans la partie est du pays, à Washington. Nous retrouvons notre envoyé spécial jusqu'à Kusema pour plus de précisions. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Le conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les deux signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des deux ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambou, et le général-major Augustin Mamba. Les États-Unis d'Amérique comptent beaucoup sur cet accord de paix. Tenez, le président américain Donald Trump a d'ailleurs reçu à la Maison-Blanche dans la soirée les deux ministres des Affaires étrangères, la RDC et du Rwanda, signataires de cet accord de paix, encore une fois, depuis jusqu'à Kusema, depuis Washington. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président
Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15h local, soit 20h heure de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme de désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, les retraits des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement. Merci Giscard Koussima pour ces rappels des faits. Dans le reste de l'actualité, on visite l'université d'Osaka au Japon. La Première ministre Julie Tsuminwa Tuluka a présenté et exposé également un programme d'échange RDC-Japon centré sur la jeunesse, le leadership féminin ainsi que la résilience communautaire. Explication Chimedondo. Concentrer les autorités japonaises, chercheurs et étudiants passionnés par l'Afrique écoutent religieusement l'allocution vibrante de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka prononcée ce vendredi dans l'un des amphithéâtres les plus prestigieux de l'université d'Osaka. Sous le thème « Statut de la jeunesse et de femmes en RDC, valeurs et signification » pour les sociétés africaines et japonaises. La chef du gouvernement a plaidé en faveur d'une coopération plus engagée, articulée autour de deux piliers, la jeunesse et le leadership féminin. En République démocratique du Congo, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Les femmes, quant à elles, assurent plus de 70% de l'activité informelle, rurale et agricole. Plus de 43% des entrepreneurs congolais sont des femmes. Elles dominent le petit commerce et l'informel. Il faut noter qu'une grande majorité des activités économiques dans notre pays s'exercent dans l'informel, en majorité par les femmes. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous rappellent que notre avenir repose sur cette jeunesse dynamique, sur ces femmes résilientes et sur notre capacité collective à les accompagner vers l'autonomie et la dignité. Judith Suminwa a détaillé les 6 piliers de son programme d'action gouvernementale dans lesquels l'autonomisation de femmes et de jeunes occupe une place transversale. Restons toujours au Japon. La République démocratique du Congo vient d'ouvrir sa semaine à l'exposition internationale Osaka 2025. Ceci dans le but des biens vendre la marque RDC Pays Solutions à ces grands rendez-vous d'affaires. On fait le point avec notre envoyé spécial, Gaïta Magalano. De spectateurs japonais et congolais emballés par la culture de la RDC, transmis à travers ces quelques interprétations à l'Expo Osaka 2025. La rumba congolaise s'émêle aussi bien aux autres styles, une manière de faire connaître au monde le pays de Lumumba par la chanson et la danse qui plaisent à cette japonaise. Au stand de la RDC, le sous-sol, la faune et la flore s'y côtoient parfaitement. Malachite, cobalt, gorille de montagne, le capi. Le ministre du Commerce extérieur et celle de la culture échange devant visiteurs sur le pourquoi. Explorer le cœur de l'Afrique, la RDC.
La RDC détient les minerais stratégiques, comme vous le savez, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel, qui font aujourd'hui les minerais de la transition énergétique. Et donc la RDC se positionne aujourd'hui comme un acteur principal dans les marchés mondiaux pour désormais ne plus apparaître à la face du monde comme un pays de guerre, mais comme un pays qui apporte des réponses à la problématique mondiale. Pour la ministre Yolande Lébé, on peut aussi compter la RDC à travers la culture. Maître Liolo est le seul sculpteur africain qui a une œuvre ici au musée impérial. Donc c'est pour dire que notre culture est connue de ce pays. Papa Wemba aussi l'a bien exprimé de plusieurs manières. Nous avons aujourd'hui des orchestres japonais qui chantent en lingala. Donc nous avons voulu mettre ces deux figures emblématiques en avant pour montrer comment la diplomatie culturelle et le soft power que le président prône fonctionnent. 2 milliers de visiteurs à l'assaut du stand de la République démocratique du Congo, la prochaine destination du monde comme le veut le président Félix Tshisekedi. Restons toujours au Japon où séjourne également le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo en quête d'investissement direct. Explication Oscar Balkaïj. Créé en 1889 sous le nom des compagnies de chemin de fer du Congo, CCFC, et après avoir subi plusieurs mutations, l'actuel SNCC, entendez, Société nationale des chemins de fer du Congo, refuse de disparaître. Un plan quinquennal a été mis ainsi sur pied pour son redressement. La SNCC a un plan quinquennal stratégique d'à peu près 6 milliards de dollars. Donc nous avons des projets parce que la SNCC est dans plusieurs corridors, d'ouest à l'ouest, et les corridors qui passent par la RDC. La SNCC est un maillon très très important qu'il ne faut pas rejeter. La plupart de machines, locomotives et wagons sont des fabrications japonaises. Moment indiqué pour l'équipe dirigeante, avec à sa tête le directeur général Fabien Mutombo Kankato, de présenter ses opportunités d'affaires auprès des firmes japonaises désireuses d'investir dans le secteur. Nous avons 888 km de chemin de fer électrique avec des locomotives électriques à sec de la Belgique. Maintenant, après cette génération, il y a une deuxième génération de locomotives électriques japonaises. Et nous avons eu l'impression que les Japonais nous ont abandonnés du point de vue technique. Donc, le message aux Japonais, surtout la société Hitachi qui nous a vendu ces locomotives, que ces locomotives existent encore et que nous manquons les pièces de rechange, nous les attendons, qu'ils viennent investir. L'Expo Osaka 2025 constitue une fenêtre ouverte pour la RDC, redevenue aujourd'hui fréquentable et capable d'attirer des investisseurs pour son développement économique. Revenons à Kinshasa pour nous attarder cette fois-ci à cette interrogation. Comment mettre fin à la corruption dans le secteur des finances et des marchés publics? Eh bien, la question a fait l'objet d'échanges au cours d'un forum multisectoriel organisé à l'intention des parlementaires et autres acteurs œuvrant dans ces secteurs. Explication Edith Chala. Les travaux du Forum multisectoriel de renforcement des initiatives parlementaires face au risque de corruption dans la gouvernance des finances publiques et des marchés publics se sont fixés pour objectif faciliter le dialogue entre les parlementaires, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les acteurs du secteur privé afin de favoriser la transparence, la responsabilité et une réforme législative anticorruption efficace. Contribuer également au renforcement de la coopération multisectorielle et interinstitutionnelle en vue des mesures législatives concertées, transparentes et applicables. Le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Michel Victor Lessay Boudouka, pense que la lutte contre la corruption est un combat d'ensemble. Nous voulons chercher des solutions pour arriver à bout de ce fléau qui ronge notre société. Et c'est très utile qu'on puisse conjuguer nos intelligences, fédérer nos forces pour que nous arrivions justement à bout de ce phénomène qui empêche le pays de se développer. The International Development Law Organization, IDLO,
qui appuie cette initiative aux côtés d'autres partenaires, soutient l'amélioration de la législation contre la malversation des deniers publics. Il est de notre devoir de reconnaître que la corruption, en particulier dans la gestion des finances publiques et l'attribution des marchés publics, constitue encore un obstacle majeur à l'atteinte de ces objectifs. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, s'inscrit dans une démarche structurelle durable de lutte contre ce fléau. Les travaux de la 10e édition du Forum national des secteurs financiers se sont clôturés. C'est une note positive. C'était autour du thème libérant les potentiels financiers de la République démocratique du Congo, une industrie compétitive, innovante, inclusive ainsi que souveraine. D'autres précisions dans ce reportage. Ce forum financier est un signal fort d'ambition économique pour la RDC. Experts, chercheurs, bailleurs de fonds, notamment, et décideurs ont approfondi des réflexions collectives pour permettre au pays de se projeter véritablement vers un secteur financier à la hauteur de son potentiel. Différents panélistes ont développé des sous-thèmes spécifiques, cela dans l'optique de construire une finance capable d'accompagner les grandes mutations du pays. Pour obtenir l'accompagnement du ministère, dès lors que les lois qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat des startups et l'artisanat prévoient la possibilité de donner une part de marché importante aux PME congolaises. Dans son mot de clôture, Bodo Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a salué l'engagement de tous les partenaires et participants à la transformation du secteur, à l'édification d'un écosystème financier plus solide, plus éthique et plus innovant. Les rideaux s'abaissent sur cette édition du Forum du secteur financier RFF 2025. Pendant ces 2 jours d'échanges riches et intenses, nous avons ensemble décrypté les mutations profondes qui transforment notre secteur. La transition numérique, les finances durables, l'inclusion financière, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et tant d'autres défis structurants. Ce forum est un point de départ car les conclusions seront structurées et consolidées dans un rapport pour libérer effectivement le potentiel financier de la RDC. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, au cours de sa plénière, a procédé à l'adoption des dites visant à renforcer la gouvernance du secteur éducatif dans la capitale à travers la planification locale de l'enseignement et également l'identification biométrique des élèves. On en parle dans ce reportage signé Blandine Wavingana. Au cours de cette séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, plusieurs matières ont été inscrites à l'ordre du jour, parmi lesquelles la présentation de l'édit portant modalités de gestion des emprunts intérieurs de la ville de Kinshasa, initié par le député provincial Olivier Nyangui, l'édit sur la réglementation applicable aux chiens et l'édit portant sur les dispositions générales applicables à l'identification des élèves et planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire dans la ville de Kinshasa, initié par les députés Aubin Mikanou. Après débat général, tous les 3 édits ont été jugés recevables par la plénière et envoyés aux différentes commissions pour toilettage avant leur adoption à l'Assemblée plénière. Dans son adresse, l'initiateur de l'édit portant modalité de gestion des emprunts intérieurs de la ville de Kinshasa, Olivier Nyangui, a insisté sur la nécessité d'adopter les mécanismes de responsabilité financière. Cet édit est basé sur 5 fondements essentiels, à savoir un cadre strict des recours à l'emprunt, une exigence de transparence, une orientation vers les investissements structurants, un mécanisme de suivi et évaluation permanent, ainsi qu'un cadre de remboursement réalisé et soutenable. L'adoption de cet édit devrait permettre une utilisation efficiente et stratégique des ressources issues des emprunts, une réduction des risques de surendettement, de mauvaise gestion, un renforcement des contrôles permanents de l'Assemblée provinciale, une amélioration de la crédibilité de la province auprès des institutions financières nationales et enfin une meilleure adéquation entre l'endettement et les priorités du développement urbain et social. Au cours de la même plénière, les élus de la capitale ont également adopté le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les vacances parlementaires.
De Kinshasa, nous allons prendre à présent la direction de la ville de Kalemi où s'est tenu les travaux de l'atelier d'évaluation du cadre des concertations pour la paix des diagnostics des activités du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation de la province de Tanganyika. Explication, Peggy Mukunda. Marqué à la fin par une évaluation approfondie de la mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans les Tanganyika, débouchant ainsi sur plusieurs recommandations clés. L'atelier du diagnostic du PDDRCS dans cette partie du pays s'est clôturé sur une note jugée globalement satisfaisante. Organisé par le PDDRCS en partenariat avec le PNUD. Ces assises de 2 jours a réuni plusieurs autorités, à savoir les vice-gouverneurs de la province du Tanganyika, Isidore Kabwe, les chefs de bureau du PNUD, Abou Diabé et autres partenaires. L'objectif de cet atelier était de relancer efficacement le PDDRCS dans la province de Tanganyika. La mise en œuvre effective des opérations de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et l'implantation des ententes du PDDRCS dans les Tanganyika. Une recommandation saluée et validée par les patrons du PDDRCS, Jean de Dieu, Désiré Ntangatita. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est finaliser tous ces documents. On a désormais les plans d'action prioritaires qui deviennent notre instrument de référence pour guider nos actions sur le terrain. Il a également félicité les autorités locales pour leur implication aux efforts de paix dans cette contrée. Général Lamou Nisco a servi les cas de lancement de la session de formation des jeunes Congolais dans les cas de la lutte contre la désinformation et les discours de haine en cette période où la République démocratique du Congo fait face à cette guerre d'agression rwandaise. D'autres détails avec Mamita Bangoulou. Durant 5 jours, les jeunes de Kinshasa ont été formés à la lutte contre la désinformation et le discours de haine dans une initiative organisée par SCPID avec le concours de Baloba Kitchek. À travers cette session, les jeunes ont été sensibilisés à l'importance de vérifier les informations avant de les diffuser et formés aux outils numériques de vérification. Une action saluée par les participants et les autorités locales. Ces 2 phénomènes constituent des défis majeurs actuellement dans le monde et votre engagement à les combattre constitue un véritable moteur de transformation pour nos communautés. Je vous encourage vivement à poursuivre votre exploration de ces enjeux cruciaux et à enrichir continuellement vos connaissances, ce qui, nous l'espérons, fera de vous des points d'ancrage fiables et éclairés au cœur de vos quartiers. L'engagement des participants depuis le début de la semaine témoigne de leur volonté de contribuer à un environnement médiatique plus sain. Il reste à espérer que cette expérience se prolonge au-delà des salles de formation dans les écoles, les quartiers et les espaces numériques à titre renchéri. Tout au long de cette formation, nous avons été outillés sur l'utilisation des applications ou bien des outils informatiques pouvant nous permettre à checker certaines images, certaines informations qui ont été utilisées en dehors de leur contexte. Il est nécessaire de multiplier ces formations dans d'autres communes et de renforcer leur impact à long terme, car une jeunesse informée, c'est une société protégée. Les femmes architectes du Congo ont suivi une session de formation axée sur la passation des marchés et publics. On en parle dans ces reportages de Siné Sidi Kilina. La femme architecte a un rôle dans la gouvernance, de par son savoir, d'où il faut un travail au quotidien de renforcement des capacités. L'Association des femmes architectes du Congo, en partenariat avec l'Autorité de régulation du marché public, ARMP, a initié cette formation sur le processus en matière de marchés publics, dans le but de garantir la transparence dans un domaine aussi sélect qu'est le leur. Ce n'est pas notre première formation. L'ARMP nous a toujours aidés en renforçant nos capacités, en nous donnant des certificats reconnus dans tout le territoire de la RDC, même ailleurs. Alors, le but de cette formation par rapport à notre association, c'est que nous voulons contribuer tant
soit peu au développement de notre pays. Nous voulons que la transparence, l'efficience puissent régner dans notre pays et que les marchés publics qui prennent pratiquement 60% de l'économie, donc qui développent à 60% le pays, que nous soyons aussi les pionniers et pourquoi pas ceux qui contribuent au développement de notre pays, la RDC. Pendant 3 semaines, les experts de l'ARMP ont dispensé plusieurs modules qui ont débouché par la remise des brevets aux récipiendaires en signe des présomptions des connaissances acquises. 30 femmes architectes ont suivi cette formation avec assiduité. Ajoutez à cela d'autres partenaires non membres de cette association. Et dans le prolongement de la célébration de la journée internationale de lutte contre les trafics des drogues, elle a été organisée ici à Kinshasa, une matinée de sensibilisation de la population autour des dangers de l'utilisation des drogues pour la société congolaise. C'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre l'abus et les trafics de drogue qu'a été organisée cette rencontre avec pour thème briser les chaînes, prévention, traitement et rétablissement pour tous face à la prévalence nationale de la toxicomanie. Le directeur du programme national de lutte contre les substances toxiques a sollicité un soutien multidimensionnel pour aider les jeunes accros à la drogue. Dr Patrice Milambo Kapia a par la suite mis un accent particulier sur les différentes stratégies mises en place pour prévenir les substances toxiques en République démocratique du Congo. Pour le docteur Josué Désiré Bapitani Baswana, représentant du secrétaire général à la santé, la journée internationale de lutte contre la drogue est une occasion d'inviter les publics à réfléchir sur un thème spécifique choisi. Vous brisez les chaînes, c'est pour la prévention, la prise en charge, ce que nous appelons le traitement, ainsi que la réinsertion. La lutte sans moyens ne peut pas marcher. Patrick Eugène Chama, président de la Fondation Chama, a remercié le ministère de la Santé publique pour la mise en place d'un tableau de bord qui est un outil important permettant d'avoir une plateforme qui donne les évidences et les données probantes sur des actions nécessaires pour lutter contre toutes sortes de tabagisme en RDC. La drogue ne connaît ni classe sociale ni quartier. C'est un poison silencieux qu'il nous faut combattre avec éducation, encadrement et solidarité. Cette activité a été organisée par le Programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques en partenariat avec la Fondation Chama. Le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge est depuis quelques jours à Kinshasa. Il a saisi cette occasion pour rendre visite aux sinistrés des dernières inondations. Le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Jagan Chapangé, est en visite humanitaire à Kinshasa. Il s'est rendu dans les sites qui accueillent les sinistrés des dernières inondations pour évaluer leur situation et assurer du bon usage des fonds d'urgence débloqués pour la fédération. L'objectif, c'est d'abord de nous concentrer sur comment les sinistrés peuvent mener une vie décente en ces lieux et nous concentrer aussi sur comment ils peuvent retourner chez eux et être réinsérés dans leur vie quotidienne. Il y a ici des femmes enceintes, des enfants, des personnes en situation de handicap. Ils ont besoin d'assistance, a-t-il ajouté. Une cérémonie a été organisée dans la soirée pour saluer son engagement. Grégoire Matesso, président de la Croix-Rouge RDC, a appelé à la solidarité de tous pour sauver des vies. Cette soirée des galas, elle est aussi un appel à la responsabilité sociale, car en mutualisant nos efforts et nos ressources, nous pouvons faire plus aux besoins humanitaires de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants victimes des crises. C'est quoi notre pays? Un message fort adressé aux volontaires et à toutes les parties prenantes de l'action humanitaire. Un diplôme symbolique lui a été décerné ainsi qu'à plusieurs partenaires.
Et pour finir, l'excès du sucre dans les sangs peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, conduisant également à des troubles des cœurs, des pieds, et également des reins et des oreilles. C'est ce qui ressort des résultats des recherches menées par Henriette Moudouanga et présentées également à l'université de Kinshasa au sein de la faculté de médecine. Reportage. L'une des causes majeures des morbidités et des mortalités, le diabète sucré, est en réelle progression en République démocratique du Congo. Dans cette étude qui lui a valu les titres des spécialistes en oto-rhino-laryngologie au sein de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa avec la mention grande distinction, les récipiendaires a fait une analyse sur les troubles de l'audition et de l'équilibre chez les diabétiques du centre de santé Boyambi, de Barumbu, communément appelé hôpital de l'armée du salut. Il était important en tant qu'assistante en ORL d'explorer cette facette du diabète sur les organes, notamment l'oreille, chez nous pour l'oreille interne. Et nous avons trouvé au cours de notre étude qu'il y a des complications effectivement de l'audition et de l'équilibre chez les diabétiques. Mais comment alors lutter et faire face à cette maladie cochléo-vestibulaire? Docteur Henriette Linda Moudouanga répond. Que la population apprenne à intégrer un nouveau mode de vie, une vie saine, une activité physique appropriée pour éviter ces complications. Cette étude a aussi permis de mettre en lumière les facteurs de risque et la prise en charge des complications chroniques du diabète. La candidate vient de démontrer que quand on a atteint des seuils de 232 mg par décilitre et avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7%, on a la malchance de développer des troubles cochléo-vestibulaires. C'est-à-dire que le diabète détruit l'audition, le diabète détruit également l'équilibre. Par ailleurs, cette étude a recommandé et suggéré d'investir dans les dépistages et de faire le suivi régulier de la glycémie pour vérifier l'équilibre et contrôler également l'évolution de la maladie ainsi que de prévenir les aggravations. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne édition coordonnée par Angèle Mabiela Landou et supervisée par Jacques Kababa Sedouga. Merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes à la rédaction et à la régie, notamment à Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Didier Diawa Riban Kumbu ainsi qu'Alain Ngaliaga, c'est que nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'information continue en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalang, 19h Paulette Lomba, 20h Sandrine Guitabou. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine.